Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Hebdo4, votre émission qui traite d'informations locales. Voici le contenu de cette édition du 10 novembre. L'Assemblée générale de votre télé communautaire Télévague. Le gouvernement du Québec octroie plus de 780 000 à la Ville de Bonaventure pour son programme d'infrastructure municipale d'eau. La 17e édition du Rendez-vous des artisans qui aura lieu les 16 et 17 novembre prochains au Centre culturel de Passepébiac. Marie-André Pichette, la directrice générale de la Régie intermunicipale de transport Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, nous parle du retour du service de navette pour la période des fêtes entre Cableton et Gaspé. Il sera sujet du service d'accompagnement en soins palliatifs et de fin de vie avec Rose-Marie Follum, formatrice au Centre d'action bénévole Saint-Siméon-Port-Daniel. Et le projet PAS, un nouveau projet pour les personnes atteintes de cancer de la prostate ou en attente d'un diagnostic. Bonne émission à tout le monde. Tout d'abord, mardi le 5 novembre dernier avait lieu l'Assemblée générale de votre télé communautaire. Et saviez-vous que votre télé a déjà 30 ans cette année? En voici un court extrait. La responsabilité de la direction est de préparer et de présenter fidèlement ces états financiers conformément aux normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif. Notre responsabilité consiste à exprimer une conclusion sur ces états financiers en nous fondant sur notre examen. Donc, notre conclusion, c'est qu'au cours de notre examen, nous n'avons rien relevé qui nous porte à croire que ces états financiers ne donnent pas, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de l'organisme au 31 août 2019. Télévague a franchi cette année le cap de ses 30 ans d'existence. 30 ans d'application dans le milieu, 30 ans de service assidu à la communauté et 30 ans d'efforts soutenus au développement local. Merci à vous tous de demeurer fidèles à votre télé communautaire. Ça, c'est bien important. Je vous remercie encore 1000 fois. Bonne nouvelle pour la Ville de Bonaventure. Le gouvernement du Québec octroie plus de 780 000 à la Ville pour son programme d'infrastructure municipale d'eau. Nous avons rencontré Roch Audet, le maire de la Ville de Bonaventure, à ce sujet. Là, présentement, il y a un projet pour la mise en norme de l'alimentation en eau potable. Pouvez-vous nous en parler un peu? Oui, tout à fait. Écoutez, c'est comme un peu la dernière étape qu'on a au niveau de la mise en norme de l'eau potable. On avait eu le projet de Louisbourg. Tout le monde le sait avec les réservoirs à incendie. La rue Boisbec, on l'a revu aussi. Là, on est rendu à travailler sur le puits d'alimentation d'eau et aussi sur le réservoir principal qu'on a dans la route Dion et toutes les conduites d'amener. Donc, le projet dans son ensemble, c'est ça, avec la chloration de l'eau, parce que la chloration de l'eau devient nécessaire en raison de toutes les problématiques d'avis d'ébullition qu'on a eues. Donc, on a eu quelques épisodes dans les dernières années et on fait partie des rares municipalités qui n'ont pas de traitement de leur eau. Là, dernièrement, vous avez eu une bonne nouvelle de la part du gouvernement. Il y a une aide financière qui est accordée. Ah, tout à fait. Écoutez, le programme Primo qu'on appelle, donc c'est un programme d'aide gouvernementale pour toute la mise aux normes de l'eau potable. Puis, on est allé chercher 782 000 dans ce programme-là. Qui complète ce programme-là, c'est les deux TEC qu'on appelle les taxes d'essence Canada-Québec 2014-2019 qui se terminent. On a un montant d'environ 600 quelques mille qui va être affecté à ces travaux-là. Et la prochaine TEC qu'on va recevoir en 2020 pour 2020-2024, on va chercher tout près de 900 000 pour compléter le montage financier du projet, donc ce qui ne va créer aucun impact fiscal pour nos citoyens. Et ça, c'est très bon. Tout à fait. C'est très rare qu'on peut arriver à réaliser ce genre de projet-là sans avoir de règlement d'emprunt d'impact fiscal pour les citoyens. Donc, je pense qu'on a fait un bon travail à ce niveau-là. Puis là, les travaux sont en cours. Ils vont être terminés, soit prévus pour quand? Actuellement, c'est les entreprises SPEC qui ont eu le mandat. Ils ont débuté il y a à peu près 2 semaines. Puis ils vont faire une première partie qui est nécessaire avant l'hiver. Puis après ça, ils vont compléter l'été prochain pour pouvoir terminer au moins à l'automne, si ce n'est pas en fin d'été 2020. Puis là, il y a plusieurs projets qui sont en cours aussi à Bonaventure. Bien, on a l'Arena qui est en pleine construction. D'ailleurs, l'extérieur, c'est sur le point d'être terminé. La firme LFG Onco est en train de finaliser l'extérieur pour arriver à travailler à l'intérieur par la suite, donc pour l'hiver. Puis, on a aussi au niveau de l'accès à la promenade par la rue Louisbourg, donc dans le projet toujours de la rue Louisbourg. Puis on est en train de finaliser à ce niveau-là. Puis, on est en train de regarder aussi pour l'hôtel de ville. On attend des réponses du gouvernement pour faire une rénovation majeure au niveau de l'hôtel de ville. Puis pour l'Arena, elle va terminer quand? Date prévue mai 2020.
D'accord. Donc, au printemps 2020, on devrait avoir une ouverture, une vérification, puis après ça, on va procéder à l'été, puis on va revenir à l'automne pour la saison 2020-2021. Puis là, y a-t-il d'autres projets qui sont prévus? Bien, il y en a plusieurs autres qu'on est en préparation. Il y avait la Pointe Beaubassin. On a fait une présentation aux citoyens du projet d'aménagement de la Pointe Beaubassin. Et il y a aussi tout le projet du camping municipal qui est un endroit qu'on doit absolument mettre à niveau, au niveau de l'électricité, à Aqueduc-Quétigou. Il y a une partie de terrain qu'il faut qu'on revoie complètement. Mais là, on est en train de le moduler pour arriver à aller chercher du financement à ce niveau-là aussi. Mon rêve, c'est depuis 5 ans qu'on aurait dû le faire, mais on n'avait pas nécessairement de financement qui pouvait s'attacher. Fait qu'on espère pour 2020, le printemps 2020, qu'on puisse faire de quoi. L'automne 2020, c'est-à-dire qu'on puisse faire de quoi. À ne pas manquer, les 16 et 17 novembre prochains aura lieu au Centre culturel de Passepébiac la 17e édition du Rendez-vous des artisans. Eliane Joseph, responsable en communication et au tourisme à la ville de Passepébiac, nous informe à ce sujet. Cette année, on a vraiment une très, très grande variété de produits qu'on va offrir à la population. Par contre, par souci de ne pas oublier personne, parce que j'aimerais souligner qu'il y a 60 artisans de présence pendant la fête de semaine. Donc, on va retrouver des produits du terroir. Là, on parle de vin, de l'ail, du chocolat, des tisanes, de l'érable, du miel, en tout cas, j'en passe. On a aussi des produits en artisanat tels que du tricot, du crochet, des accessoires mode pour la famille, des artistes peintres, des produits cosmétiques, des accessoires pour la maison, pour les enfants, du bricolage, de la porcelaine, des bijoux. On a aussi une photographe qui va offrir un service de photographie pour la famille pendant la fin de semaine. Puis ça, c'est tous des artisans du coin? Bien, principalement, justement, de la baie des Chaleurs, mais on en a aussi qui viennent de la vallée de la Matapédia, on a de Saint-Anne-des-Monts, de Gaspé, donc un peu partout en Gaspésie. Y a-t-il des coûts d'entrée? C'est-tu gratuit pour les gens? C'est gratuit, c'est ça qui est la beauté de notre salon, c'est que vous y avez accès gratuitement pendant toute la fin de semaine. Donc, il n'y a pas aucun problème pour venir nous voir 2, 3, 4 fois pendant la fin de semaine. On va être bien heureux de vous accueillir. Puis là, encore cette année, le foyer 2 est utilisé pour l'événement? Bien oui, parce que vu le succès qu'on a eu l'année dernière, où est-ce qu'on avait littéralement envahi le centre culturel, bien on récidive parce que la formule est gagnante pour nous. Donc, la grande salle est utilisée, le passage, le grand escalier pour se rendre au deuxième étage et également le deuxième étage qu'on appelle le foyer 2, où principalement les produits du terroir qui vont être là. D'accord. Puis là, les gens, ils se présentent ici quand et à quelle heure? Bien, le salon ouvre. L'ouverture officielle se fait le samedi à 10h et on file ça jusqu'à 18h le soir. On a allongé un petit peu les heures d'ouverture pour les personnes qui travaillent dans les commerces. Donc, on ferme à 18h le samedi et le dimanche, c'est de 11h à 16h. Fait que les gens peuvent venir découvrir ce que les artisans font, puis ils peuvent échanger, mais ils peuvent acheter aussi? Oui, on peut acheter. Il y a tellement une belle variété. Puis on est vraiment fiers cette année parce que les artisans qui sont ici offrent des produits de très grande qualité. Donc, c'est un beau succès pour nous. On est vraiment fiers. J'aimerais souligner le travail exceptionnel de Carl Wood qui travaille depuis cet été à faire une recherche d'artisans un peu partout, justement, en Gaspésie, pour pouvoir offrir à la population cette belle grande variété d'artisans. Elle a travaillé extrêmement fort. Je voudrais aussi qu'elle anime aussi le Facebook du Rendez-vous des artisans de Passepébiac, où j'invite toutes les personnes à aller le visiter, car toutes les photos et tous les artisans y sont insérés. Donc, si vous voulez voir un petit avant-goût de ce qui va se passer en fin de semaine, bien, allez voir le Rendez-vous des artisans sur le Facebook.
C'est même possible pour les personnes à mobilité réduite de participer, de venir à l'événement. Mais surtout que les gens à mobilité réduite ne se privent pas de ce salon-là parce que, comme je vous le disais, le deuxième étage est utilisé, mais on a un ascenseur. Les stationnements sont faits pour les personnes à mobilité réduite, donc ne vous gênez pas, on va vous attendre. Puis si vous avez besoin d'aide, on va vous aider, mais on a un ascenseur, donc c'est accessible partout. Le centre culturel est accessible partout pour tout le monde. C'est un événement à Passepébiac qui est vraiment important pour nous. C'est la 17e édition. Nous sommes vraiment fiers. La qualité des artisans est exceptionnelle. Donc, je pense que c'est un rendez-vous que les gens ne devraient pas manquer. Puis, on vous y attend. On a travaillé fort. Ça va être beau, ça va être décoré. Donc, on vous attend. Le service de navette de la Régie intermunicipale de transport Gaspésie-Île-de-la-Madeleine sera de retour pour la période des fêtes entre Cableton et Gaspé pour une 3e année consécutive. Marie-André Pichette, la directrice générale du régime, nous en parle. Bonjour Marie-André. Bonjour. Comment ça a été le service de navette pour la période estivale? Ça a très bien été. On est très satisfaits. Les gens ont participé, ont embarqué. On a déplacé en moyenne, je dirais, une dizaine de personnes par jour sur le trajet, ce qui est quand même très acceptable, qui est dans la même moyenne qu'on faisait dans le temps des fêtes. On souhaite que le projet revienne l'an prochain. C'est sûr que c'est des investissements importants, mais on trouve ça intéressant. Ça amène les gens à avoir une réflexion haute, à se déplacer, à réfléchir de nouveau au train pour se déplacer en région. Donc, ça peut être juste positif. Fait que vu le résultat positif, on revient encore dans le temps des fêtes pour 2 semaines. Normalement, les navettes devraient commencer là, le 20 décembre pour la période des fêtes. On a déjà des gens qui ont commencé à acheter des billets. On l'a annoncé là, juste récemment, puis les gens l'attendaient. Là. Il y avait hâte qu'on annonce l'ouverture des trajets là, pour cette période-là. Puis les gens intéressés à savoir justement l'horaire des trajets, il y a directement sur votre site Internet? Bien, il y a de l'information sur notre site à nous, mais le principal de l'information est vraiment disponible auprès de Via Rail. Dans le fond, nous, on s'est fusionné avec eux. C'est eux qui sont le système de réservation d'information. Ça vient uniquement de Via Rail. Fait que les gens, ils réservent un billet Via Rail et dessus, c'est indiqué qu'il y a une partie du trajet qui est faite par un service d'autobus qui est la Régime. Donc vraiment, là, les gens, ils se dirigent vers cette plateforme-là pour les informations et les réservations. Puis là, vous avez un projet d'électrification des autobus. Ça en est rendu où dans ce projet? Bien, ça fait presque 1 an qu'on prépare le terrain, qu'on fait des représentations pour dire que notre réseau, il correspondrait bien à cette transition-là dans la façon qu'on travaille, dans la distance de nos trajets, la disponibilité des autobus. Puis maintenant, là, depuis un petit peu plus d'1 an, il y a des véhicules très intéressants qui sont disponibles sur le marché, qui sont faits au Québec en plus, qui répondent à ce qu'on a besoin. Donc, nous, ce qu'on travaille depuis 1 an, c'est de convaincre le ministère puis le gouvernement qu'on est prêt à le faire puis qu'on a besoin d'aide financière parce qu'il n'y avait pas de programme qui correspondait à ce qu'on voulait faire. Dans le fond, qui pouvait aider nos transporteurs à faire l'acquisition de ces véhicules-là, qui sont très dispendieux comparés à nos véhicules réguliers qu'on utilise. Il y a eu une annonce récément là, du ministre Bonnardel au ministère des Transports, comme quoi qu'il y aurait un programme là, qui serait ouvert très prochainement, qui répondrait à nos besoins là, pour l'électrification du réseau. Fait qu'on va être en attente d'avoir vraiment le concret de ce programme-là, mais on souhaite d'ici 2022 que le réseau soit complètement électrifié là, dans la région. Puis un autre sujet, les gens ils ont sûrement commencé à voir apparaître des abribus. Est-ce qu'il y en a d'autres de prévus? Bien là, présentement, on en a quelques-uns. On en a 10 d'ici le printemps là, sur l'ensemble du réseau qui vont être implantés. On en a 8 là, d'ici les prochaines semaines et 2 autres au printemps qui vont être faits. C'est sûr que ça a l'air de rien, mais c'est pas si évident à implanter. Le réseau est grand. Les besoins sont très ponctuels à des endroits là, sur l'ensemble du territoire. Donc, il y a un grand travail de concertation du milieu, de dire à quel endroit ça va être très stratégique, que les gens vont l'utiliser et qui peut répondre à d'autres besoins que juste la régie, que ce soit du scolaire, du taxi, du transport adapté. Fait qu'il faut réfléchir à ça quand on choisit un endroit. Puis il faut que le milieu soit prêt à l'accueillir aussi, que l'endroit soit propice physiquement et sécuritairement. Donc là, on a les 10 premiers qui ont été choisis. C'est un projet qu'on a eu avec du financement au phare.
On prévoit une phase 2 d'implantation des abribus là, dans les prochaines années. Ça va être de voir de quelle manière on va le financer parce que c'est quand même des investissements importants là, pour que ce soit là, viable à long terme, là, qu'on n'installe pas un abribus qui est dans 5 ans, qui soit désuet puis utilisable. Donc, si on veut faire de l'investissement à long terme, ben, ça prend quand même des sous pour avoir un abribus adéquat. Ça bouge beaucoup ici à Régime et ça évolue beaucoup aussi. Y a-t-il des projets autres qui est en cours? C'est sûr que le projet d'électrification amène plein de choses dans la vision de la régie. Entre autres, ça nous amène à voir la mobilité sur le territoire différemment de ce qu'on fait. Maintenant, aujourd'hui, les gens ils réfléchissent à leur façon de se déplacer, puis leur façon de se déplacer, pas uniquement l'autobus ou leur voiture. Puis on essaie d'amener les gens à cette réflexion-là. Fait que dans nos projets, au niveau de l'électrification, bien, on travaille avec d'autres organisations puis d'autres sources de financement pour amener à moyen terme une espèce de plan de mobilité sur le territoire, de dire comment qu'on peut se déplacer sur le territoire de différentes façons et comment qu'on peut mettre de l'avant aussi l'électrification dans tout ça, que ce soit par notre réseau, que par, entre autres, les projets d'électrification du parc municipal, qui est fait en lien avec le Conseil régional de l'environnement puis le programme Sauver, où on amène les municipalités à s'équiper de véhicules électriques pour les mettre à disponibilité de leurs employés municipaux et aussi, en dehors des heures de bureau, de les mettre à disponibilité des citoyens ou d'autres organisations du milieu. Fait que ça, c'est un projet qu'on travaille aussi pour amener les gens justement à avoir une autre possibilité de se déplacer. Ça nous amène à développer aussi, à envisager le territoire. Quand on parle du plan de mobilité, bien, c'est de viser des pôles physiques dans chacune des MRC où les gens vont avoir accès à ces services-là physiquement, dire, bien, il y a un point central où il va y avoir des bornes de recharge, où il va y avoir un abribus, où je vais avoir de l'information sur la façon de me déplacer, où je vais être proche à pied de certains services, où je pourrais même avoir du vélo électrique ou du vélo en partage de disponible. Fait que ça, c'est vraiment des projets qui s'en viennent à court, moyen terme, où on travaille avec nos partenaires pour être capable de mettre en place cette espèce de plan de mobilité sur le territoire-là, puis le travailler surtout en partenariat avec les MRC et les municipalités du territoire. Nous avons rencontré Rose-Marie Follum, formatrice au Centre d'action bénévole Saint-Siméon, Port-Daniel, au sujet de leur service d'accompagnement en soins palliatifs et de fin de vie. Le Centre d'action bénévole Saint-Siméon Port-Daniel ont formé l'année passée 14 de nos bénévoles pour donner du répit dans des familles pour les gens qui veulent décéder à la maison. Il faut dire que ces gens-là ont besoin d'un répit. C'est pas parce qu'ils n'aiment pas leur famille et ils ne veulent pas passer tout le temps avec eux. Mais souvent, la fatigue est là. Même si on a tout l'amour pour cette famille-là, on a besoin d'un petit repos. Des fois, c'est juste pour prendre quelques heures pour faire une petite commission ou même, ça peut être quelques heures de nuit. Et les gens peuvent appeler et dire ben, oui, j'ai besoin d'un répit. Je vais vous donner un petit exemple. Un répit à tous les 2 jours, j'ai besoin de bien dormir, juste pour être en paix avec ça. Dans ces cas-là, on peut appeler une bénévole qui est formée ici. On a quand même un cours de 36 heures qui est basé sur le programme du mouvement Albatros du Québec. On est encore à la recherche de bénévoles, vous savez. Même si on en a 14 déjà de formés, on réalise que avec plusieurs chiffres de 4 heures dans une journée, c'est pas long qu'on a épuisé nos bénévoles parce qu'il y en a qui travaillent de jour. Il y a des bénévoles qui se sont inscrites, ça, c'est des anciennes infirmières, ça peut être des gens préposés aux bénéficiaires ou des gens vraiment qui ont le cœur à la bonne place. Et ces gens-là peuvent pas toujours être bénévoles en tout temps. Alors, c'est pour ça qu'on veut on veut faire un autre groupe cet automne. On veut former d'autres gens pour devenir bénévole au Centre d'action bénévole. Il y a des gens qui vont demander d'être formés pour leur bien-être personnel. On ne peut pas en ce moment le faire, mais c'est parce qu'on est vraiment à la recherche de bénévoles, surtout même dans l'Est. On a quand même plusieurs, là, Bonaventure, comme je vous dis, on dessert de Port-Daniel à Saint-Siméon. On en a plusieurs de Bonaventure, Saint-Siméon, ces places-là, mais de l'autre côté, on en a besoin un petit peu plus pour aider ces familles-là et donner un répit surtout. C'est qui au juste qui peut suivre la formation? Y a-t-il des critères qui est exigé? Oui, ça prend. Premièrement, il faut s'inscrire comme bénévole au Centre d'action bénévole ici. On doit s'inscrire et faire une recherche sur la personne en premier lieu. Ça prend quelqu'un qui a des bonnes valeurs aussi, la confidentialité est un plus. Ça prend des gens qui ont une grande écoute, un grand respect pour l'humain,
pour être capable d'être bénévole. Il faut dire que le cours de 36 heures, on a plusieurs volets, on parle de toutes sortes de choses là-dedans. Alors, on fait sûr que la personne est bien renseignée avant d'aller chez monsieur ou madame. Là, tous les frais sont payés par le Centre d'action bénévole? Par le Centre d'action bénévole. Mais c'est vrai qu'il y a un critère, par exemple, il faut devenir bénévole au Centre d'action bénévole. Ça, c'est un service qui est offert, mais surtout comme aux proches aidants directement. Mais qui peut demander ce service-là au juste? Alors, pas mal pour tout le monde peut le demander, mais il y a vraiment des critères d'acceptation pour que nous, on puisse offrir du répit aux familles. On a les accompagnements, c'est prioritairement dans une maison privée qu'on va le faire, parce que les gens veulent mourir à la maison. Aussi, on va donner du répit dans les résidences pour les aînés. Si on le donne, par exemple, dans un CHSLD, c'est important que la personne soit dans un lit dédié pour ce fait, par exemple. Puis occasionnellement, on va se rendre même au centre hospitalier. OK. Puis les gens qui sont intéressés soit à devenir bénévoles ou à recevoir de l'aide, ils communiquent avec vous comment? Oui, vous pouvez nous appeler directement ici au Centre d'action bénévole au 418-752-5577 au poste 5. C'est moi-même, Rosemary. Et si vous voulez devenir bénévole, si vous voulez avoir plus de renseignements pour devenir bénévole aussi, vous pouvez appeler Lisa Garand au même numéro, mais au poste 6. Un nouveau projet pour les personnes atteintes de cancer de la prostate ou en attente d'un diagnostic a vu le jour. Nous nous sommes déplacés pour vous dans les locaux de l'OCPAC afin d'y rencontrer quelques personnes ressources impliquées dans ce nouveau projet. Vous avez un nouveau projet pilote novateur en collaboration avec le CI3S de la Gaspésie et divers intervenants du milieu. Pouvez-vous nous expliquer c'est quoi en gros ce nouveau projet-là? Oui, en fait, le projet PAS, ça veut dire partenaire, accompagnement, soutien. Alors, le slogan attaché à ça, c'est « Pourquoi pas messieurs ». Donc, c'est vraiment un projet qui sensibilise les hommes qui sont atteints d'un cancer de la prostate. On veut faire du jumelage avec des patients partenaires qui ont déjà vécu l'expérience d'un cancer de la prostate et on veut que les gens qui ont un diagnostic, qui sont tout près, justement, qui viennent d'avoir l'annonce, qui sont un peu dans leur anxiété, ils ne savent pas trop au niveau des choix de traitement et tout ça, qui sont un peu perdus, déboussolés par rapport à ça, puissent parler à quelqu'un qui l'a déjà vécu. Donc, c'est pour ça qu'on appelle nos bénévoles patients partenaires, parce qu'ils sont de mieux placés pour comprendre la situation de quelqu'un qui est passé au travers. Donc, c'est vraiment pour éclairer, pour guider, pour écouter les hommes. Puis l'objectif vraiment visé de ça, c'est vraiment de briser les tabous parce que les hommes ont plus de difficultés en général de venir chercher de l'aide, de parler un peu aussi de leur questionnement parce que c'est vraiment beaucoup au niveau des peurs, au niveau même de la sexualité, on se pose beaucoup de questions. Alors d'en parler à quelqu'un qui s'en est sorti puis d'avoir de l'encouragement, c'est vraiment un beau projet là, qu'on vise s'étendre au travers de la Gaspésie aussi. On est prêt à partir le projet au niveau de la baie des Chaleurs. On a déjà nos 2 bénévoles, mais pour les autres secteurs, si jamais les gens sont intéressés, c'est sûr qu'on a vraiment des critères spécifiques à remplir parce que c'est pas n'importe qui peut accompagner une personne qui vient de vivre un cancer parce qu'en fait, on veut vraiment que la personne sache que faut pas que ça vienne la brimer dans ce qu'elle a vécu. Faut essayer d'être le plus empathique possible. Il faut que ça soit vraiment quelqu'un qui a une bonne écoute, quelqu'un qui est vraiment aussi assez calme, assez posé, parce que c'est sûr que des fois, de vivre ça avec des gens qui sont en détresse beaucoup, c'est d'être capable vraiment de bien accompagner, de bien supporter. Puis nos bénévoles, ils sont quand même formés. Donc ça, c'est important de le dire. Et vous pouvez nous appeler, puis on va voir si vous cadrez, ça va nous faire plaisir de vous joindre, que vous joigniez à notre équipe, en fait. Pouvez-vous nous expliquer, en gros, c'est quoi votre expérience au niveau du cancer? Moi, j'ai eu un diagnostic de cancer en 2009. Et puis, alors, je fais des démarches personnelles pour essayer de voir quelles étaient les options qui s'offraient à moi là, pour le traitement. Et ça, j'ai été traité avec une technique qu'on appelle la curithérapie. Et puis ça s'est très bien passé et j'ai pas eu d'effets secondaires majeurs. Et c'est ça mon vécu. Ça fait 10 ans. Et puis, pour moi, c'est du passé. C'est quoi votre application au niveau de ce nouveau projet-là?
J'ai toujours été près de l'organisation de l'OCPAC et j'ai fait une levée de fonds là, dans les années 2000. Et quand on m'a demandé si mon nom sortait un peu, parce qu'on savait que j'avais été diagnostiqué et traité pour le cancer de la prostate, alors Régis Audette, là, qui était assez impliqué à ce niveau-là, m'a contacté pour voir si je pourrais siéger sur un genre de comité pour aider ceux qui sont diagnostiqués, les hommes qui sont... On panique toujours un peu là, quand on a le diagnostic. Et puis, mon rôle serait un peu de donner mon expérience. Pouvez-vous nous expliquer comment vous avez réagi quand vous avez eu les résultats de vos examens au niveau du cancer de la prostate? Bien, je pense que j'ai réagi comme à peu près tout le monde réagit quand on nous annonce qu'on a un cancer. Que ce soit un cancer de la peau ou un cancer de quelque type que ce soit, on a toujours une espèce de surprise, un choc. Parce que le mot cancer fait toujours peur. Donc, évidemment, on est dans une période très insécure. On n'a pas beaucoup de repères parce que c'est quelque chose de nouveau. Donc, la réaction a été un peu, à mon égard, à moi, ça a été un peu violent parce que quand l'urologue m'a annoncé que j'avais un cancer agressif de la prostate, je m'étais comme pas trop préparé. Tu sais, je me disais, bon, je serais peut-être pas dans cette statistique-là, mais finalement, c'était ça, cette journée-là. Puis, évidemment, moi, j'ai eu une période assez anxiogène. Ça m'a rendu anxieux. Tout ce qui était, malgré tout, l'inconnu qui tournait autour de ça. Je savais pas quel type de traitement j'allais avoir. Puis, avec les jours qui ont suivi, bien évidemment, j'en ai appris un petit peu plus. Donc, ça m'a permis de bien, comment je dirais, gérer ça. Mais ce que j'aurais souhaité à l'époque, ce qui n'existait pas, il y a déjà 4 ans que j'ai eu un cancer de la prostate, ça aurait été intéressant qu'il y aurait eu un groupe d'hommes bénévoles, comme c'est déjà le cas ici même à l'OCPAC. On appelle ça des patients partenaires, j'en fais maintenant partie. Ça, j'aurais aimé ça, que ça aurait été en place. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, je témoigne de dire je le suis devenu bénévole. Puis je trouve que c'est important de se supporter entre personnes qui vivent ou qui ont vécu la maladie. Aujourd'hui, je peux vous dire que je suis guéri. C'est derrière moi. C'est une période qui a été bien intense. Là, j'ai été comme pas loin de 6 mois là-dedans. Mais aujourd'hui, c'est complètement derrière. Puis je suis là pour pouvoir maintenant accompagner, puis en fait sécuriser des gars, des hommes aujourd'hui qui apprennent qu'ils ont un cancer de la prostate. Puis je vais vraiment les sécuriser pour leur dire que on en guérit aujourd'hui. Mes chances étaient grandes, j'avais 97% des chances de guérison. Fait que ça, c'est vraiment rempli d'espoir. Moi, je dirais que aux hommes là, qui arrivent à un certain âge, de faire aussi du dépistage, c'est-à-dire d'aller passer des tests pour voir s'ils ne sont pas atteints du cancer de la prostate. Et c'est sûr, si on leur diagnostic, bien, il y a des traitements aujourd'hui là, qui sont, avec la médecine moderne, qui sont efficaces. Et puis, moi, je suis très content de la façon dont ça s'est déroulé dans mon cas. Les infirmières pivots à l'hôpital réfèrent déjà les hommes qui sont atteints d'un cancer de la prostate. Donc, ce mois-ci, qui est le mois de novembre, au niveau du cancer de la prostate, on fait la promotion de ce projet-là pour vraiment avoir de plus en plus de demandes qui sont faites et pouvoir essayer de démystifier les tabous. Donc, les hommes qui sont atteints d'un cancer de la prostate peuvent nous appeler directement et on voit avec quel bénévole on peut les jumeler et voir dans quel milieu vous êtes. Là, mais ça devrait vraiment, là, on emboîte le pas là, vraiment très, très prochainement. En terminant, n'hésitez pas à consulter notre programmation de la semaine. Vous pouvez la consulter sur notre babillard ou directement sur notre site Internet. Votre émission Hebdo4 est en carrière diffusée tous les jours à midi et à 18h. Nous avons aussi une nouvelle collègue avec une toute nouvelle émission dont la diffusion débute cette semaine et qui a pour titre « Enjeux régionaux ». Et voici ce dont vous aurez le plaisir d'écouter entre autres cette semaine à l'émission La Vague culturelle. Cette semaine à l'émission, Télévague s'est rendu au 4e Salon du Livre de Bonaventure où une cinquantaine d'auteurs et d'exposants étaient sur place. Conférences, ateliers, causeries et discussions avec les auteurs nous étaient présentés lors de ce week-end littéraire. Encore une fois, le Salon du Livre a connu un grand succès.
Et voilà, mesdames et messieurs, ce qui complète l'édition de votre émission Hebdo 4 du 10 novembre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à la prochaine.